Mesdames, Messieurs, c'est en partenaire Autentis également des établissements Freycinet que quand Gilbert m'a demandé de participer, j'ai dit oui. Et puis surtout parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens intéressants que je ne connaissais pas. Et donc j'avais envie aussi de rencontrer ces personnes car je suis un physicien, fils d'agriculteur et qui aime, quand j'ai compris quelque chose, passer à autre chose. Donc aujourd'hui, il y a des choses que j'ai compris que je vais essayer de vous présenter avec d'abord quelque chose sur le climat, tel que je le comprends, vous présenter d'abord un peu mieux ce qu'est la CMG et puis passer à des choses plus pratiques. À la fin, je vous montrerai ce que l'on fait avec Gilbert dans un verger où on suit les ions et l'eau et l'air dans le sol. Donc la CMG, c'est une vieille dame qui a été créée en 1959, qui s'est occupée de gel au départ, puis de recherche appliquée sur la pluie, la grêle. J'ai travaillé beaucoup dans des orages à lutter contre la grêle et j'ai démontré que l'iodure d'argent ne servait à rien, que les sels hygroscopiques étaient plus intéressants, que les filets par grêle étaient parfaits. J'ai aussi travaillé sur les questions donc, de pilotage d'irrigation. Et j'ai commencé avec la tarière, avec la sonde neutronique, et je vous montrerai tout à l'heure ce que nous utilisons. Si vous êtes intéressé par cette présentation, elle sera peut-être ici sur votre site web aux établissements Freycinet, mais vous pouvez aller aussi sur ce site, acmg.asso.fr, et cliquer à gauche, il y a des PDF qui sont disponibles. Et si vous êtes intéressé par le pilotage de l'irrigation et de la fertilisation pendant l'été, vous pourrez suivre une 50aine de parcelles qui sont suivies comme ça. J'ai travaillé, avant de parler du climat, sur l'irrigation de précision. Si vous cherchez des outils, un savoir-faire, j'ai animé un programme Interreg Sudoué de 2006 à 2008 sur l'irrigation riego en espagnol, c'est irrigation. Donc c'était avec des Espagnols et des Portugais et des Français. On a sélectionné des sondes très pratiques qui permettent donc de suivre les éléments, mais qui sondent qu'en un lieu. Comment faire en sorte que cette sonde, dans un lieu donné, me donne une information sur une plus grande surface? Je suis pilote, j'ai regardé les champs vus d'en haut et j'ai fait des photos aériennes en proche infrarouge. Aujourd'hui, j'ai arrêté de faire du proche infrarouge et du visible pour utiliser du thermique. Un végétal qui est en stress est plus chaud que l'air, alors qu'un végétal qui n'est pas en stress a une température de 1 à 2 degrés, parfois inférieure à la température de l'air. Donc c'est un bon moyen pour observer quelque chose que l'on peut rattraper. C'est-à-dire, si je vois qu'il a chaud, je peux y faire apporter de l'eau et le lendemain, il sera frais. Ça nous a amené à un autre programme qui vient de démarrer, qui s'appelle Adapta Climat. Pourquoi ? Bien, en observant par satellite ou par avion des photos, des champs, un jour, on a eu l'idée de regarder sur la ville à côté. Et on a vu que sur la ville, il y avait des endroits très chauds, à côté d'endroits très frais. Le parc du préfet chez nous est très frais. La cité à côté de Pont-du-Casse est très chaude. La zone industrielle à Bon-Encontre est très très chaude. Quand on travaille dans cette zone-là, on a en moyenne une température 10 degrés supérieure au parc de Monsieur le Préfet. Pourquoi la différence? D'un côté, il y a des arbres qui vont pomper de l'eau dans le sol et qui la font rafraîchir en surface et cette fraîcheur nous tombe dessus. Donc je rebondis sur ce que vous avez dit ce matin. Les arbres sont notre meilleur climatiseur, peut-être notre meilleur moyen de s'adapter au changement climatique. Et dans ce dossier Adapta Climat, avec des Espagnols, des Français, des Portugais, je vais essayer d'avoir les arguments scientifiques pour démontrer qu'une ville a besoin d'une campagne irriguée tout autour pour s'adapter au réchauffement de ces prochaines décennies. Parlant de climat, ce n'est pas que du réchauffement, c'est aussi une variabilité accrue. Et 2012 illustre cela parfaitement, puisqu'on est passé d'un hiver des plus froids, il fallait remonter en 85, 64 ou 56 pour avoir en température minimale, on a eu moins 17 à Agen, et avoir des températures très chaudes de l'ordre de 40 degrés au mois d'août. Avec aussi une variabilité des précipitations, beaucoup de précipitations ici,
très peu durant des longues périodes. C'est vraiment l'illustration de ce qu'est devenu notre climat. Au niveau des températures, c'est sur Agen. Les températures depuis 1946, moyennes, maximales, on était dans les années 60-70 autour de 17 degrés. On est passé à 19, avec quelques pics au-dessus, presque à 21, comme 2003. On s'est pris donc 2 degrés pour les températures maximales. Donc ça, c'est du vécu. On dit, à Poitiers aujourd'hui, on a le climat d'Agen d'il y a 20 ans. Et à Agen, on a plutôt celui de Perpignan. Dans les sondes que l'on a mis dans les vergers avec Gilbert, on avait un thermomètre à 10 cm dans le sol du verger. Et on voit donc les enregistrements avec du 0, -1. Alors là où on met de la matière organique, il a fait moins froid dans le sol que là où il n'y en avait pas, puisque la matière organique crée un isolant. Et donc on voit que dans le sol, on a des périodes qui sont trop froides, parce qu'il fait en dessous de 7 degrés. L'activité des racines est réduite, les mycorhizes dont vous avez parlé, le mycélium ne marche pas, les bactéries non plus. Et on a sans doute aussi trop chaud quand on dépasse 24-25 degrés. Et donc ici, j'ai marqué la zone idéale de bon fonctionnement. Eh bien, cette zone idéale de bon fonctionnement avec le changement climatique est en train de changer. Elle va commencer plus tôt. Alors cette année, on ne peut pas le dire parce qu'il a plu en avril. Mais s'il n'avait pas plu, on était plus précoce et on peut être plus tardif. Bien entendu, ça c'est les conditions limites de fonctionnement dans le sol. La photosynthèse a besoin d'énergie solaire. Et donc la photopériode, elle, on la voit ici, l'énergie solaire reçue, c'est toujours au maximum au 21 juin. Ça ne change pas. Mais si on arrive à concilier des températures avec de l'énergie solaire reçue, on a l'usine qui marchera bien mieux que si on fait des choses ici, où là, c'est un déficit donc, de soleil qui limitera la fabrication, le fonctionnement de la photosynthèse. Donc au niveau température, on réchauffe. Tout à l'heure, je vous montrerai que ça s'est déjà produit dans le passé. Mais comme vous l'avez dit, pas avec la même peut-être accélération. Par contre, au niveau des pluies, je lis des choses qui disent les précipitations baissent de 10 mm tous les 10 ans. Je ne trouve pas cela. Voilà les cumuls de pluie sur une année agricole qui commence en octobre, depuis 1891 jusqu'à, j'ai mis 2012 hier rapidement. Donc on voit que sur Agen, on peut passer d'un minimum de 300 mm, tiens, c'était la crise, à un maximum en 77 de 1000 mm. Et puis il y a eu des maxis en 1910, tiens, juste avant la guerre, de 1200 à 1300. Paris avait été inondé. Il y a eu un film il n'y a pas longtemps où on voyait le métro de Paris qui était inondé. Donc il y a eu des événements qui se sont produits. Alors il y a une autre carte qui montre que dans les années 60, on a eu un peu plus de pluie. Ici également, depuis 91, ça on pense que c'est le Pinatubo, un volcan qui a explosé en Indonésie, qui a mis plein de poussière dans l'atmosphère, et ces poussières ont servi de noyau de condensation et ont refroidi le haut de l'atmosphère. Du coup, la convection marche encore mieux. Et puis, on a eu aussi des pluies durant cette période-là, un peu plus. Est-ce que ce sont les bombes atomiques? Et ici, est-ce que c'est la météore ou une météorite qui a explosé en Sibérie, qui a mis plein de poussière dans l'atmosphère, et on voit le délai pendant lequel cette poussière s'est dissipée. Donc, indépendamment de ces événements particuliers, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le minimum des pluies a augmenté. De 300, on est passé à plus de 500. Est-ce que c'est parce que les pluviaux des années 30 n'étaient pas gradués de la même façon? Je ne le crois pas. Je pense plutôt qu'aujourd'hui, on a une fluctuation des précipitations qui, quand on les regarde sur quelques années, on va dire ah, ça baisse, mais si on les regarde depuis plus longtemps, on est relativement stable. Donc, notre or bleu, la pluie, lui, est toujours présent et on doit pouvoir en profiter. Changement climatique, comme j'étais le premier à passer, je me permets d'en parler un peu plus. Et en plus, on a des experts du GIEC qui sont avec nous. Moi, je travaille à l'OMM de temps en temps, l'Organisation mondiale de la météo. Il y a très longtemps que 99,9% des scientifiques sont d'accord pour confirmer que c'est dans cette fine pellicule d'atmosphère, les gaz à effet de serre comme le CO2 ou le méthane
qui sont responsables, en plus de la vapeur d'eau, bien sûr, d'un renvoi vers le sol d'une partie de l'énergie qui aurait été perdue par rayonnement infrarouge pour compenser l'énergie solaire qui nous arrive en permanence du soleil. Et donc on a ici quelque chose qui doit, parce qu'on reçoit, on perd moins que ce que l'on reçoit, il est évident qu'on doit rechercher un nouvel équilibre de rayonnement pour perdre un peu plus d'énergie par rayonnement. Et donc sont rares ceux qui n'ont pas admis cela, soit pour en parler, soit pour se faire valoir. Et il y a des livres qui viennent de sortir, notamment aux États-Unis, sur les semeurs de doute. Et les semeurs de doute ont été florissants donc, pour contrer tout ce travail scientifique qui était là. Donc maintenant qu'on reçoit de l'énergie solaire, on sait qu'on la perd par rayonnement. Ben, je suis spécialiste de convection naturelle, je vous dirais que c'est la convection naturelle qui transporte cette énergie d'un sol qui vient d'être chauffé vers l'air qui est au-dessus. Les buses volent dans les pompes, comme on dit, qui montent cet air chaud. Et ça, c'est responsable de notre climat, puisque l'air chaud, puisque l'équateur est toujours plus chaud et ici on est toujours plus froid, il y a des transferts d'énergie par convection naturelle qui vont permettre pour nos régions, fantastique, on a de l'air froid qui descend, de l'air chaud qui remonte, et à la confluence de ces deux, des perturbations qui nous amènent souvent la pluie. Dans 8-10 jours, mardi prochain, mercredi prochain, on devrait passer dans ce régime de succession de perturbations, ce qui devrait, disons, refaire le plein des sols, refaire le plein des lacs collinaires au moment opportun. Mais l'air transporte très peu d'énergie comparé à l'eau. Par convection naturelle, on a 3430 fois plus de chaleur qui est transportée par les courants marins. On disait qu'il faisait plus chaud au niveau de l'équateur, eh bien ce sont le courant du Golfe, le fameux Gulf Stream, qui transporte cette énergie, et puis l'eau froide d'ici qui s'enfonce. Et ce que j'ai appris, c'est que ce courant-là, qui fait le tour de la Terre, notre chauffage central, met plusieurs siècles à faire le tour. Et donc dans les années 80-90, parmi les semeurs de doute, il y avait ceux qui disaient « mais en ce moment remonte à la surface la mémoire du XIIe siècle où il avait fait chaud ». Ce n'est pas encore, à mon sens, bien sûr, certain que ce n'est pas un peu d'effet de cela. Et il y a des balises comme des radiosondages, mais dans la mer, qui sont faits pour mieux étudier. J'avais des collègues du NCAR de Boulder qui étaient là cet été pour étudier cette remontée d'eau du fond dans cette région au sud de l'Inde. Donc la question, vous avez parlé ce matin d'accélération du climat. Est-ce qu'il y a eu, à d'autres moments de la vie de notre planète, des situations équivalentes? C'est en étudiant cela qu'on peut imaginer quel peut être notre futur et notre moyen d'adaptation. Dans le livre de M. Leroy-Ladurie sur l'histoire du climat, j'ai repris à la fin de son livre, il y a des tableaux. Je les ai numérisés et c'est la chronologie de croissance des chênes. Et on voit que vers l'Alsace, l'Allemagne, la région de Munich, les chênes ont cru jusqu'à presque 3 mm par an durant cette période très favorable. C'est cette période où l'Europe s'est doublée en population de 200 millions, s'est doublée en population sur cette période à peu près de 100 ans. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a du temps de Charlemagne, du beau temps, là aussi, les guerres de 100 ans, bien ça, on se tape dessus, c'est normal, on a moins de potentiel de nourriture, donc les hommes vont commencer à se battre les uns les autres, et on aurait peut-être aujourd'hui quelque chose qui remonte comme c'est remonté là. Effectivement, l'humanité se développe quand il fait beau et quand on a de quoi manger. Et alors, se réduit durant. Aujourd'hui, il est évident qu'on est dans un de ces cycles de progression sociétale. Pour moi, le climat, notre inconscient collectif, est favorable à ce développement. Alors, il y a ceux qui sont allés plus profondément dans le climat pour regarder à travers les 400 000 ans où la glace s'est déposée en Arctique notamment, Antarctique, pour essayer de retrouver une trace de notre climat passé et de vérifier qu'il y a eu des périodes où il a fait sur
cette région 8 degrés de moins, et d'autres où il a fait 3 degrés de plus. Alors, je me souviens d'une réunion où on nous a dit, mais ça, ces brusques changements ne peuvent plus se reproduire parce qu'aujourd'hui, la distance de la Terre et du Soleil va rester à peu près la même pendant les 50 000 ans qui viennent. Donc soyons tranquilles de ce côté-là, on ne peut pas revivre ces changements que certains films nous préconisent, avec la glace qui arrive sur New York à toute vitesse et qui nous recouvre, le Gulf Stream qui disparaît. Ce qui est certain, c'est que donc, durant ces quelques dernières années, on est passé de à peu près 300 particules par million de CO2 à 391, avec une progression tous les ans remarquable. Donc cette accélération est bien là. Et les émissions mondiales de CO2, elles, qui avaient légèrement baissé pendant la crise, sont en train de monter, surtout avec des pays comme la Chine ou comme l'Inde. J'ai travaillé en Inde et on me dit « Tu voudrais nous interdire de faire ce que tu as fait il y a un siècle ?» On ne peut pas. Il y a le charbon qui est à fleur de sol et qui va pouvoir être utilisé pour faire du courant électrique et qui va permettre de leur dynamiser. Donc c'est évident qu'il y a là une différence fondamentale. J'ai lu l'été dernier un ouvrage qui a été publié par le Conseil de recherche national des États-Unis, qui, lui, fait le bilan du travail des géologues qui, à partir des carottes de sol, des sédiments qu'ils font, a essayé de reproduire le climat sur la Terre. Et ils ont estimé ainsi le taux de CO2 qui, aujourd'hui, est autour de 300, comme on a vu tout à l'heure, et qui, à l'Éocène, était autour de 1000 à 1500. Ils nous disent également que la Terre a toujours été chaude, qu'elle a été froide depuis seulement 30 millions d'années, mais que la plupart du temps, elle a été beaucoup plus chaude qu'elle n'est aujourd'hui. C'est les énergies fossiles qui viennent de ces périodes-là que nous utilisons aujourd'hui pour peut-être créer en quelques centaines d'années des processus qui en mettaient des millions auparavant. Ils nous disent également, et ça c'est vrai que ça m'a fait un peu peur, c'est qu'aujourd'hui, au rythme actuel, et j'étais au Canada il y a un mois, et j'ai vu que les gaz de schiste sont leur nouveau boom économique. Les États-Unis également vont être le premier producteur d'énergie fossile rapidement grâce au gaz de schiste. Donc cette tendance-là devrait nous amener à nous retrouver d'ici combien 100, 200 ans dans des conditions de l'Éocène, c'est-à-dire à des températures où à Mazamet aujourd'hui on a autour de 12 degrés, où il ferait 28. Donc voilà une perspective qui fait frémir et qui donc nous demande bien sûr d'abord de dire qu'au niveau scientifique, il faut continuer à travailler parce qu'on n'est pas sûr de ça, et qui fait deux approches complémentaires. Diminuer la source des gaz à effet de serre. Ce matin, j'étais fier on est venu à 4 dans la voiture depuis Agen, mais aussi on peut s'adapter au changement. Et un ami espagnol m'a envoyé cette diapo qui démontre que déjà, on a bien commencé à s'adapter. Donc au niveau des incertitudes, elles sont toujours là. On sait que c'est complexe, et vous en avez parlé ce matin, mais ce qui est certain, c'est que notre échelle, il faut s'y préparer, réduire au plus vite nos gaspillages de CO2, et en s'adaptant, en s'appuyant sur des principes durables. Alors, il y en a un qui ne touche pas forcément que l'agriculture, qui est celui-là. Ça, c'est le nombre de jours avec des températures supérieures à 30 degrés, 35 degrés et 40 degrés sur Agen. Qu'est-ce qu'on voit ? Tiens, 76, année exceptionnelle, l'impôt sécheresse, et cette année exceptionnelle, tiens, elle n'est pas si exceptionnelle que ça. Donc, ce qu'on a vécu d'exceptionnel en 76, aujourd'hui est régulier. Ce que je pense donc, c'est que 2003, qui a été exceptionnel, dans 5, 10 ans, 15 ans, sera régulier. Voilà la tendance. Et est-ce qu'on est prêts tous à vivre 2003 comme avec donc 15 000 morts en moins, 15 000 personnes en moins à la fin de l'été? C'est là que
on touche quelque chose qui fait le lien entre la ville et la campagne. Voilà une image satellite de Landsat qui a été travaillée au printemps avec des zones chaudes. C'est le mine d'Agen. Ceux qui sont venus au SIAD, c'est ici, c'est un endroit chaud. Et des champs, de l'eau, des bois qui sont frais. En été, le préfet, il est là, il est frais. Le SIAD, il est encore plus chaud, il est à des températures supérieures à 39 degrés. Et donc on voit que des gens habitent dans des endroits très chauds, la gare d'Agen, et puis d'autres ont la chance, comme moi, d'habiter dans des quartiers qui sont plus frais. Ça doit nous guider sur comment doit vivre la ville. Et le programme Adapta Climat, c'est éviter que l'on climatise cette ville avec de l'énergie fossile, qui augmentera l'utilisation d'électricité en été pour pouvoir, au contraire, utiliser l'eau et le végétal pour se climatiser. Que faire dans les situations de changement climatique? Il faut venir ici à Mazamet, c'est plus haut, il fera moins chaud, donc les 2 degrés, il suffit de monter de 400 mètres pour l'équivalent, ou d'aller plus vers le nord. Mais ce qui est sûr, c'est que le sud-ouest va être encore plus impacté que la Côte d'Azur. Parce que quand il y a de l'air chaud qui remonte d'Afrique, eh bien cet air chaud ici passe sur la Méditerranée, alors que là, il passe sur l'Espagne. Alors en mai, juin, début juillet, ça va. Il y a de l'eau en Espagne qui s'évapotranspire, mais à partir du mois d'août, il n'y a plus d'eau. Et donc, on a des températures qui vont grimper au-delà de 40 degrés. En plus, on a l'effet de fun que l'on a aujourd'hui qui nous réchauffe par la compression de l'air en descendant, qui augmente ce phénomène pour le sud-ouest. Et donc, on a eu les états généraux de l'agriculture au Conseil général de Lot-et-Garonne l'année dernière. Et quelles sont les conclusions? Eh bien, dans ces conclusions, c'est une agriculture organique irriguée de précision. Irriguée parce qu'elle va servir à climatiser et s'adapter, éviter les 40 degrés. On peut gagner 2 à 3 degrés. Organique parce qu'elle va permettre d'augmenter la porosité des sols en permettant à l'eau de s'infiltrer davantage pour être disponible et également réduire les quantités d'énergie fossile pour fabriquer cette biomasse. Réduire l'énergie, donc ça on en a parlé, et par exemple éviter que la ville se climatise. Alors ici j'en ai pas vu, mais les murs sont assez épais pour que ça crée de l'inertie. Notre climat, c'est quoi en fait? C'est le résultat d'échanges d'énergie solaire qui arrivent vers le sol et d'une eau qui, dans son cycle, va plus ou moins s'évapotranspirer. Dans notre climat de douce France est idéal parce qu'on gaspille par évaporation ou évapotranspiration plus de 60% de cette eau. Alors bien sûr, si on en gaspillait moins par évapotranspiration, on en aurait un peu plus par ruissellement et il n'y aurait pas les batailles entre les écolos et les agriculteurs. Seulement, c'est comme ça. Et il ne s'en infiltre qu'une vingtaine de pourcents pour réalimenter les nappes. Je prends l'exemple de la ville. La ville, elle a 8 degrés de plus en moyenne ici pour une ville comme Toulouse parce qu'il ne s'évapotranspire que 10%. Et donc, imaginons ici, tout autour, davantage de végétaux, davantage d'eau. Prenons de l'eau qui est sous la ville, qui est isolée maintenant, qui est imperméable, pour mieux changer les choses. Et c'est quoi changer les choses? C'est par rapport à l'énergie solaire reçue, les 600, 700 watts que l'on reçoit, il y en a une partie qui est réfléchie. Une partie qui va servir à faire fonctionner un végétal s'il est là, ou à réchauffer le sol si ce champ est sec et chaud. Et donc ça explique là ainsi que ce champ de maïs ici est très frais, il est à une température de l'ordre de 29 degrés, alors que cette zone industrielle va être à presque 40 degrés. D'où le rôle du végétal, ce qui me rapproche un peu de votre travail, et de son bon fonctionnement. J'aime les arbres en ville quand ils ont de l'eau au mois d'août. C'est très rare. Ils ont de l'eau en mai, mi-juin, et ensuite, avec tout le goudron qu'il y a tout autour, leur sol. Et donc, on a un ombrage, mais on n'a pas de rafraîchissement
comme on aimerait l'avoir, car des arbres, ça peut être 30 à 70 mètres cubes d'eau par hectare qui s'évaporent pour pouvoir faire baisser ces températures. Donc, pour avoir plus de photosynthèse et avoir plus d'évapotranspiration, il faut convaincre les gens de la ville que l'agriculture irriguée organique de précision va les aider, parce que ce n'est pas pour ça qu'il faut gaspiller cette eau une fois qu'elle est là. Et là, j'arrive à mon travail technique, qui est celui de dire, on a stocké de l'eau, on veut bien piloter, et aujourd'hui, on a ces capteurs, ce sont des condensateurs qu'on met dans le sol à demeure, et qui vont nous envoyer de l'information que je vais pouvoir analyser. Et voilà par exemple le cumul de l'eau dans un sol sur 60 cm dans un verger, avec là le sol est plein d'eau, là il n'y a presque plus d'eau disponible, et je vois les marches de consommation, les apports d'irrigation, et je peux voir à quel moment la plante commence à être en stress, par tranche à 10 cm, à 20, à 40 et à 60, et je peux également voir les ions qu'il y a dans ce sol. Là, on a mis les pluies, mais je peux voir aussi les températures. On a donc des outils précis qui nous permettent de voir la dynamique de prélèvement dans le sol, si je le veux toutes les minutes, d'absorption de l'eau dans ce sol. Et voilà par exemple, à 10 cm, c'est à partir de 11 heures que ça consomme 0,16 à 10, 0,11, les racines à 40, mais à 50, elles n'absorbent pas. Ce n'est que vers 16 heures qu'il y aura un tout petit peu d'absorption. Donc, je sais à quel moment, et je vais éviter de faire des irrigations pendant la journée, au moment où les racines sont actives, pour ne pas leur mettre trop d'eau qui empêcherait, du fait qu'il n'y a pas assez d'air autour des racines, un bon fonctionnement. Alors ça, c'est des racines, mais ça peut être aussi du mycélium, c'est l'ensemble du système échangeur, comme vous nous le montriez ce matin, mais on a aujourd'hui la capacité d'avoir cet électrocardiogramme de ce qui se passe dans les racines du sol. Et je peux y rajouter les ions et me rendre compte que les ions ne sont pas prélevés avec la même dynamique que l'eau. Il y en a beaucoup plus qui sont prélevés, par exemple, entre 12h et 14h, qu'au niveau de l'eau, qui est plutôt entre 16h et 18h. Donc, on peut utiliser ça pour également, dans cette période du 13 octobre où le sol était sec, de voir une absorption d'eau et d'une certaine façon une production d'ions. On peut voir apparaître des phénomènes et faire des bilans à ce sujet. Et donc, ce sont ce type de bilan que nous faisons, avec ici, par exemple, pour la partie avec du bois raméal fragmenté plus donc des produits fraicinés, se rendre compte que là où il y a de la vie, où il y a de la biologie, j'ai peu d'ions. Là, au contraire, où il y a du chimique et par exemple du désherbant, j'en ai en pagaille. Et pour moi, ma simplification de compréhension, c'est de dire quand c'est plein d'ions, il n'y a pas de vie. Quand il y a des ions, c'est que tous ces ions se sont rassemblés pour créer de la vie. Et on est capable aujourd'hui de suivre ces éléments-là et de le mettre, comment dire, de donner des outils de pilotage pour cela, de manière à être objectif. Et quand j'étais venu il y a 2 ans, c'était ma demande vis-à-vis de vous, c'est prouvez-moi que ce que vous dites est vrai dans le sol. Et donc, j'avais besoin de voir ça. Et les premières mesures que j'ai faites, alors j'aimerais que vous ayez 50 sondes comme ça à plein d'endroits, c'est évident, pour vérifier que ce que l'on a vu à cet endroit-là se réalise dans les autres systèmes de la même façon. Et donc, je crois que j'ai terminé. On maîtrise maintenant donc des outils précis pour observer et décider objectivement les irrigations et la fertilisation organique qui sont suivies, ce qui devrait nous aider à adopter et prouver le bienfait d'une agriculture organique irriguée de précision qui semble indispensable pour nous adapter au futur. Je vous remercie.